Bonjour tout le monde, je m'appelle Gabriel Fraser-Mekies, je suis doctorant en linguistique à l'Université Laval sous la direction de Bruno Courbon et la co-direction de Olivier Crève. Et je vous présente aujourd'hui un travail mené en collaboration avec mon collègue Nick Gignac dans le cadre de mon projet doctoral. Cette présentation a été pré-enregistrée puisque je suis actuellement en congé parental. Je remercie d'ailleurs chaleureusement l'équipe des Journées de linguistique de nous avoir permis de présenter ce travail dans ce format. Cet objectif peut paraître dense. Déplions-le. Il repose en réalité sur trois éléments distincts. Ce que sont les grands modèles de langage, ce que recouvrent les synthèses systématiques et la relation entre ces modèles et ce type de démarche méthodologique. On va donc reprendre en trois étapes, chacune correspondant à l'un de ces éléments, afin de clarifier progressivement les enjeux de notre étude. Les GML. Depuis 2023, on est tous devenus beaucoup plus familiers avec les grands modèles de langage GML, des systèmes comme Copilot, ChatGPT, Claude ou Gemini. Ici, il ne s'agira pas d'expliquer leur architecture, mais plutôt de présenter certaines fonctionnalités qu'ils rendent possibles. On associe souvent les GML à la génération de texte. Mais leur utilité ne se limite pas à l'écriture. Ils peuvent aussi extraire des informations à partir de documents existants, dont l'exemple le plus évident est le résumé de texte. C'est précisément cette capacité qui intéresse les équipes qui réalisent des synthèses systématiques de la littérature. Les synthèses systématiques regroupent en fait plusieurs méthodologies qui visent à examiner la littérature scientifique de manière explicite, structurée et reproductible. Donc, parmi les plus connus, on retrouve la revue systématique, la méta-analyse et l'étude de la portée ou la scoping review, qui est celle qui nous intéresse ici. Contrairement aux revues plus traditionnelles, que l'on nomme les revues narratives, ces approches reposent sur une stratégie de recherche définie à l'avance et cherchent à couvrir aussi exhaustivement que possible la littérature pertinente. Chaque étape, donc de la sélection des études à l'extraction des données, est documentée de façon transparente, comme les choix dans une étude empirique. Concrètement, elle s'appuie sur une grille d'extraction qui permet de recueillir systématiquement les informations pertinentes dans chaque étude et de produire des comparaisons transversales, évidemment pour notre objet d'étude. Cela ne crée pas pour autant une hiérarchie absolue entre les types de revues. Donc les revues traditionnelles, comme je l'ai déjà mentionné, qui s'appellent les revues narratives, sont plus larges et plus interprétatives et sont utiles pour analyser une littérature hétérogène. Les synthèses systématiques, elles, sont plus ciblées et plus protocolaires, donc elles vont privilégier l'exhaustivité et la reproductibilité au prix d'un cadre plus contraint. Les synthèses systématiques sont des travaux lourds et chronophages qui mobilisent souvent de grandes équipes. Depuis plusieurs années, les chercheurs cherchent à automatiser certaines étapes du processus, notamment l'extraction des données. Les premières évaluations des grands modèles de langage, parues au début des années 2020, étaient toutefois décevantes. Pour cette tâche centrale, les performances se révélaient instables. Les modèles manquaient de précision et avaient tendance à halluciner, c'est-à-dire à produire des informations inexistantes. Un problème particulièrement critique lorsqu'il s'agit, par exemple, d'évaluer l'efficacité d'un traitement médical. Les recommandations méthodologiques demeuraient donc prudentes. Pas d'automatisation fiable, seulement un usage exploratoire. Depuis 2024-2025, la situation semble évoluer, surtout dans les sciences biomédicales. Des améliorations marquées sont observées. Certaines études récentes suggèrent même que, pour des tâches bien circonscrites, dont l'extraction de données, les modèles les plus récents peuvent atteindre des performances comparables à celles d'évaluateurs humains. En biomédecine, les synthèses systématiques mobilisent souvent de grandes équipes et des ressources dédiées,
que des assistants de recherche. Les articles suivent une structure très standardisée, introduction, méthode, résultat, discussion, et sont rédigés dans un anglais scientifique relativement homogène. Ce sont des facteurs qui favorisent le succès de l'extraction des données dans ce domaine. En linguistique, la situation est différente à deux niveaux. D'abord, les articles sont plus variés. Format, tradition disciplinaire, style d'écriture. Les catégories analytiques sont moins stabilisées et la langue, ici le français, ajoute une variation supplémentaire. Ensuite, les équipes sont plus petites, les projets moins financés et il est rare de disposer d'assistants de recherche pour assurer un double codage systématique. Or, une extraction rigoureuse repose idéalement sur un double codage indépendant afin d'assurer la fiabilité des données. Mais ce processus est coûteux en temps et en ressources. La question devient donc simple. Des modèles évalués surtout sur des corpus biomédicaux anglophones standardisés peuvent-ils aider à réaliser ce travail dans un domaine ayant des documents qui sont généralement moins structurés et un domaine qui a généralement moins de ressources? La méthode de notre étude, donc, nous n'avons pas réalisé une synthèse systématique complète. On a testé une étape précise, l'extraction d'informations structurées à partir d'articles de linguistique rédigés en français. On a constitué un petit corpus d'articles scientifiques, défini une grille d'extraction standardisée, puis on a soumis chaque texte à un GLM avec les mêmes instructions. Les résultats ont été comparés à une extraction manuelle de référence. Finalement, on a mesuré de manière simple à quel point le modèle identifiait correctement les informations attendues. Nous avons constitué un corpus de convenance composé de 12 articles scientifiques francophones en linguistique publiés entre 1952 et 2024. Ces textes proviennent d'une même synthèse de la littérature, une revue de portée réalisée dans le cadre de mon projet doctoral. Cette revue de portée porte sur les facteurs associés à la diffusion des néologismes, autrement dit les conditions qui favorisent ou qui freinent l'implantation de nouvelles unités lexicales. Les articles retenus ont donc été sélectionnés parce qu'ils discutent explicitement de la diffusion néologique, ce qui garantit une cohérence thématique de l'ensemble. Pour la présentation aujourd'hui, nous présentons des résultats préliminaires qui reposent sur 3 articles seulement, publiés en 1975, 2009 et 2024. Le premier est théorique, tandis que les 2 plus récents reposent sur des données empiriques. Nous avons utilisé une grille d'extraction structurée composée de 30 variables regroupées en 7 catégories analytiques. Ces catégories couvraient notamment des métadonnées du document, la conceptualisation du néologisme, la définition éventuelle de la diffusion néologique, les variables et leur opérationnalisation, les facteurs de diffusion identifiés, les résultats ou les issues analytiques, ainsi que certaines informations méthodologiques générales. Chaque variable était définie de manière explicite et accompagnée de consignes précises afin de limiter l'interprétation. L'objectif était de réduire au maximum la subjectivité et de transformer le texte en unité d'information vérifiable. Nous avons également distingué 2 cas d'absence d'information. NR, non rapporté, l'élément aurait pu être présent, mais ne l'était pas, et NA, non applicable. La variable ne s'appliquait pas au type d'article. Par exemple, dans le cas d'un article purement théorique, il ne serait pas pertinent de considérer les modèles statistiques. Cette distinction NA-NR est importante car elle permet d'éviter de considérer comme une erreur ce qui relève simplement d'une impossibilité structurelle. Autrement dit, nous ne demandions pas au modèle d'interpréter ou d'évaluer la qualité des articles, mais simplement d'identifier correctement des informations explicitement formulées ou de reconnaître leur absence. Pour constituer le Gold Standard, nous avons d'abord procédé à une extraction indépendante des articles, chacun de notre côté, à partir de la même grille.
Nous avons ensuite comparé nos résultats et résolu les divergences par discussion jusqu'à parvenir à une version consensuelle. Cela a constitué un premier gold standard. Dans un second temps, on a soumis les mêmes articles au modèle Copilot afin d'obtenir une extraction automatique. On a alors comparé, variable par variable, le gold standard manuel aux extractions produites par le modèle. Cette comparaison a révélé un point quand même intéressant. Dans certains cas strictement factuels, Copilot s'est montré plus exact que notre extraction initiale. Par exemple, on avait relevé une date erronée, probablement influencée par le nom du fichier contenant cette date incorrecte. Enfin, on a réexaminé ces écarts et corrigé les erreurs humaines identifiées. Cela a conduit à un second gold standard, stabilisé après cette vérification croisée. L'extraction automatique a été réalisée à l'aide de Copilot. Ce choix répond à des considérations juridiques et éthiques. Copilot permet de travailler dans un environnement institutionnel conforme sans téléverser les articles vers des plateformes commerciales externes. Concrètement, l'extraction a été effectuée en un seul passage, à l'aide d'une requête standardisée de 28 pages. Pour limiter les hallucinations, nous avons exigé que Copilot fournisse, pour chaque variable, un extrait textuel précis ainsi que le numéro de page correspondant. Enfin, nous avons fixé le paramètre de température à une valeur faible. La température contrôle le degré de variabilité des réponses du modèle. Une température élevée favorise des réponses plus créatives, tandis qu'une température faible rend les sorties plus stables et plus déterministes. Dans le cadre d'une extraction structurée, comme la nôtre, cette stabilité est essentielle afin de maximiser la reproductibilité. L'évaluation de la performance a été réalisée au niveau des variables extraites à l'aide de 3 indicateurs classiques en extraction d'informations: la précision, le rappel et la mesure F1. La précision correspond à la proportion des éléments extraits par le modèle qui sont effectivement corrects. Par exemple, si le modèle identifie 10 facteurs de diffusion, mais que seulement 8 sont réellement présents dans l'article, la précision est de 8 sur 10, soit 80%. Le rappel correspond à la proportion des éléments corrects présents dans l'article que le modèle a effectivement réussi à identifier. Si l'article, par exemple, contient en réalité 12 facteurs de diffusion et que le modèle n'en repart que 8, le rappel est de 8 sur 12, soit environ 67%. Enfin, la mesure F1 combine ces deux dimensions. Il s'agit de la moyenne harmonique de la précision et du rappel, ce qui permet d'obtenir un indicateur synthétique de performance. Elle pénalise les modèles qui seraient très précis mais peu exhaustifs ou inversement très exhaustifs mais peu précis. Avant d'interpréter les résultats, expliquons brièvement comment lire le tableau. Chaque ligne correspond à une catégorie de variables de la grille d'extraction. Les premières colonnes indiquent le nombre de réponses exactes ainsi que le nombre d'erreurs observées, les faux positifs et les faux négatifs. Les 3 dernières colonnes présentent les indicateurs de performance, la précision, le rappel et la mesure F1. La précision indique la proportion des éléments extraits par le modèle qui était correct. Le rappel indique la proportion des éléments réellement présents dans l'article que le modèle a réussi à identifier. La F1 combine ces deux dimensions pour donner un score synthétique. Ainsi, plus les valeurs se rapprochent de 1, plus la performance est élevée. Examinons maintenant les différences entre les catégories. Les performances varient clairement selon les catégories présentées dans le tableau. Pour la catégorie variable et opérationnalisation, les scores sont parfaits. Précision, rappel et F1 à 1,00. Il s'agit d'éléments formels et explicitement formulés dans le texte, ce qui facilite l'extraction. Pour la catégorie conceptualisation du néologisme, les scores sont plus modérés, autour de 0,70. Cela reflète probablement une difficulté accrue lorsqu'il s'agit d'identifier des définitions implicites ou des éléments plus conceptuels. Enfin,
Pour la catégorie résultats et issues analytiques, les performances se situent autour de 0,80. Le modèle identifie la majorité des éléments pertinents, mais avec quelques omissions ou imprécisions. Autrement dit, plus l'information est structurée et factuelle, plus la performance est élevée. À l'inverse, lorsque l'extraction exige une interprétation plus fine, comme dans la conceptualisation, les scores diminuent légèrement. Pour revenir à notre objectif, nous cherchions à déterminer si le grand modèle de langage, principalement évalué dans des contextes biomédicaux anglophones standardisés, pouvait soutenir un travail d'extraction structuré dans des articles de linguistique francophones. Les résultats suggèrent fortement que les performances sont élevées lorsque les variables sont formelles et explicitement formulées. Elles sont plus modérées lorsqu'il s'agit de dimensions plus conceptuelles qui exigent une interprétation plus fine. Par ailleurs, le modèle ne s'est pas limité à reproduire notre extraction. Dans certains cas factuels, il nous avait permis d'améliorer notre propre gold standard. Autrement dit, il s'agit d'un outil efficace d'assistance méthodologique. Il ne remplace pas le jugement humain, mais il semble suffisamment robuste pour être intégré à des projets réels, à condition qu'il soit utilisé sous supervision humaine. En termes de force, notre étude repose sur un protocole explicite et reproductible. La grille d'extraction était structurée, les variables définies quand même assez précisément, et le gold standard a été élaboré par double codage indépendant, puis stabilisé après comparaison systématique. De plus, nous avons testé le modèle dans un contexte peu exploré, des articles de linguistique francophone moins standardisés que les corpus biomédicaux généralement utilisés. Du côté des limites, notre corpus demeure quand même très restreint avec seulement 3 documents. Il s'agit d'un échantillon de convenance issu d'une même revue de portée, ce qui limite aussi sa généralisation. Par ailleurs, nous avons testé un seul modèle dans une configuration donnée à un moment précis. Les performances peuvent varier selon les versions, les paramètres ou encore les conditions d'utilisation. Enfin, certaines catégories de variables comportaient peu d'items, ce qui peut amplifier l'effet de certaines erreurs sur les scores. Ces résultats doivent donc être interprétés comme une étude exploratoire et non comme une validation définitive. En termes de perspective, la première étape sera de compléter l'extraction pour l'ensemble des articles de notre corpus en vue de la publication dans les actes. Nous poursuivrons donc l'analyse sur les 12 textes afin d'obtenir des résultats plus robustes. Dans ce cadre, nous prévoyons également de réaliser chaque extraction à plusieurs reprises afin d'estimer une fourchette de performance plutôt qu'un score unique. À plus long terme, on envisage de publier un article comparant l'extraction d'articles de linguistique rédigés en français et en anglais. Cela permettrait d'examiner plus directement l'effet de la langue sur les performances des modèles dans un même domaine disciplinaire. Nous tenons à remercier Emmanuel Paquette-Renard, bibliothécaire, pour son accompagnement précieux dans la réalisation de nos revues de portée respectives. Je remercie également le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour le financement qui soutient le projet doctoral auquel se rattache la présente étude. Enfin, nous vous remercions tous et toutes pour votre attention.